L'esprit protecteur. La dernière conversation. La lumière dorée du crépuscule parisien filtrait à travers les stores à moitié baissés de la chambre d'hôpital, projetant des ombres allongées sur les murs d'un blanc stérile. Le son régulier des machines médicales marquait le temps comme un métronome implacable, rythmant les derniers moments que Michel Dubois partageait avec son père. L'odeur caractéristique des établissements de santé, un mélange d'antiseptiques et de déterge industriel, flottait dans l'air, à peine atténué par le parfum des roses que Sarah, la collègue de Michel, avait apporté la veille. Pierre Dubois, autrefois une force de la nature dont la présence emplissait chaque pièce où il entrait, reposait maintenant sur son lit d'hôpital, son corps amaigri presque englouti par les draps blancs. Ses cheveux gris, jadis épais et ondulés comme ceux de son fils, s'étaient considérablement clairsemés durant les mois de chimiothérapie. Pourtant, ses yeux bleus, identiques à ceux de Michel, conservait cette étincelle de vie et d'intelligence qui avait fait de lui l'un des architectes les plus respectés de sa génération. Michel, assis sur une chaise inconfortable à côté du lit, tenait la main de son père. À 28 ans, il n'était pas préparé à dire adieu à son mentor, son guide, son meilleur ami. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'il s'efforçait de mémoriser chaque détail de ces derniers instants, la texture de la peau de son père, les rides au coin de ses yeux, même la façon dont la lumière du soir donnait à son visage une teinte presque surréelle. Michel, murmura Pierre, sa voix à peine audible mais empreinte d'une urgence qui fit lever la tête de son fils. Il y a tant de choses que je voudrais encore te dire, tant de choses que je voudrais te montrer. Papa, garde tes forces, répondit Michel, essayant de maîtriser le tremblement dans sa voix. Nous aurons le temps. Pierre secoua faiblement la tête, un petit sourire triste aux lèvres. Non, mon fils. Nous savons tous les deux qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Et il y a des choses que tu dois entendre. Michel sentit les larmes lui monter aux yeux mais les retint, sachant que son père détestait les démonstrations de tristesse. Il se redressa sur sa chaise, adoptant inconsciemment la posture que Pierre lui avait toujours enseignée, dos droit, épaules en arrière, tête haute. Même dans ces circonstances, certaines habitudes restaient. L'architecture, commença Pierre, s'arrêtant pour reprendre son souffle, ce n'est pas seulement notre métier, Michel. C'est notre héritage. Les Dubois ont toujours bâti des ponts entre les rives, entre les gens, entre les époques. Il serra faiblement la main de son fils. Je t'ai vu grandir, devenir un homme dont je suis si fier. Mais ton véritable potentiel, tu ne l'as pas encore atteint. Un bip plus insistant des machines fit sursauter Michel, mais Pierre continua, déterminé à transmettre son message. Tu as un don, mon fils. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Comme ce jour, tu te souviens. Tu avais 12 ans, et tu as redessiné mes plans pour le pont de la Confluence. Michel sourit à ce souvenir. Il avait passé des heures à griffonner sur les plans de son père, ajoutant des modifications qui, avec le recul, étaient étonnamment pertinentes pour un enfant de cet âge. Tu as toujours eu cette vision, poursuivit Pierre. Mais tu te retiens. La peur de l'échec te paralyse parfois. Je l'ai vu dans tes yeux quand tu as renoncé au concours pour le viaduc de Millau. Papa. Michel voulut protester, mais Pierre leva faiblement une main pour l'interrompre. Écoute-moi, s'il te plaît. Je n'ai plus le temps pour les politesses. Il prit une inspiration difficile. Promets-moi que tu n'abandonneras pas tes rêves. Promets-moi que tu construiras ces ponts dont nous avons tant parlé. Pas pour moi, mais pour toi. Parce que c'est ce que tu es destiné à faire. À l'extérieur, le soleil continuait sa descente, projetant maintenant des rayons orangés qui transformaient la chambre en un tableau de Monet. Un oiseau se posa sur le rebord de la fenêtre, comme pour écouter cette conversation entre père et fils. Je te le promets, papa, répondit Michel, sa voix plus assurée maintenant. Je construirai ces ponts. Je ferai honneur à notre nom. Pierre sourit, un vrai sourire cette fois, qui illumina son visage émacié. Je sais que tu le feras. Et Michel. Il marqua une pause, cherchant ses mots. Je veux que tu saches quelque chose d'important. La mort, ce n'est pas une fin. Pas vraiment. Michel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans la voix de son père, une certitude étrange qui le troublait. Je serai toujours là, mon fils. Même quand tu ne pourras plus me voir, je veillerai sur toi. Les yeux de Pierre brillaient d'une intensité particulière, presque surnaturelle dans la lumière du soir. L'amour ne connaît pas les frontières de la mort. C'est le pont le plus solide qui soit. Un silence s'installa dans la chambre, uniquement rompu par le bip régulier des machines.
Michel pensait aux nombreuses soirées passées dans l'atelier de son père, à apprendre les secrets du métier, à rêver de constructions impossibles, à partager cette passion qui les unissait si profondément. Sarah, dit soudain Pierre, surprenant Michel. Elle sera importante. Plus que tu ne le penses maintenant. Fais-lui confiance, même quand ce sera difficile. Michel pensa à sa collègue, à leur relation complexe faite de rivalité professionnelle et d'amitié précaire. Que veux-tu dire? Mais Pierre ferma les yeux, la fatigue le rattrapant. Tu comprendras en temps voulu. Maintenant, raconte-moi encore une fois l'histoire de ce pont suspendu dont tu rêves. Celui avec les câbles en forme de harpe. Pendant les heures qui suivirent, Michel parla, décrivant ses visions architecturales, ses rêves de structures qui défieraient les lois de la physique tout en les respectant, des ponts qui seraient plus que des passages des œuvres d'art, des symboles d'union. Pierre écoutait, parfois commentait faiblement, ses yeux fermés mais un léger sourire aux lèvres. La nuit était tombée sur Paris quand la respiration de Pierre devint plus laborieuse. Les lumières de la ville scintillaient à travers la fenêtre, créant une atmosphère presque irréelle dans la chambre d'hôpital. « Michel, murmura Pierre dans un dernier effort. N'oublie jamais que je suis fier de toi. Chaque jour, depuis ta naissance, tu as été ma plus grande joie. Je t'aime, papa, répondit Michel, ne retenant plus ses larmes. Je t'aime aussi, mon fils. Et je serai toujours là. Toujours. Ce furent ses derniers mots. Pierre Dubois s'éteignit paisiblement cette nuit-là, tenant la main de son fils, un léger sourire aux lèvres, comme s'il contemplait déjà les merveilles architecturales que Michel allait créer. Dans les jours qui suivirent, Michel se rappellerait chaque détail de cette dernière conversation, la lumière dorée du crépuscule, l'oiseau sur le rebord de la fenêtre, les dernières paroles prophétiques de son père. Mais surtout, il se souviendrait de cette promesse étrange et réconfortante, « Je serai toujours là ». Il ne savait pas encore à quel point ces mots se révéleraient vrais, ni comment l'esprit de son père continuerait à le guider à travers les défis qui l'attendaient. Pour l'instant, il restait assis dans cette chambre d'hôpital, tenant la main désormais froide de son père, tandis que la nuit enveloppait Paris de son manteau sombre, et que les premiers signes d'une présence extraordinaire commençaient déjà à se manifester autour de lui. Les premiers signes. 3 mois s'étaient écoulés depuis les funérailles de Pierre Dubois, et Paris vivait une de ces soirées d'automne où la ville semblait vibrer d'une énergie particulière. Dans son petit appartement du Marais, Michel travaillait tard, penché sur sa table à dessin, entouré de plans d'architecture et de croquis. La lumière tamisée de sa lampe de bureau créait un halo doré autour de ses projets, tandis que les bruits familiers de la ville filtraient à travers les fenêtres entr'ouvertes. Sur le coin de son bureau, une photo de son père le regardait, rappel constant de sa promesse. Pierre y apparaissait souriant, debout devant le pont Alexandre III, son lieu préféré à Paris. Michel se surprenait souvent à parler à cette photo, comme si son père pouvait encore lui répondre, lui donner des conseils sur ses projets en cours. Cette nuit-là, Michel luttait avec un projet crucial pour le cabinet Beaumont et Associates. Il s'agissait d'un pont piétonnier innovant qui devait relier 2 quartiers historiques de Lyon. Le design devait être à la fois audacieux et respectueux du patrimoine architectural de la ville. Michel avait passé des semaines à esquisser différentes versions, mais aucune ne semblait capturer l'essence de ce qu'il recherchait. « Que aurais-tu fait, papa » murmura-t-il, passant une main fatiguée dans ses cheveux en désordre. « Comment aurais-tu résolu ce problème » Soudain, une brise inexplicable traversa la pièce, faisant voler ses croquis. Michel se figea. Toutes les fenêtres étaient fermées, et il n'y avait pas de courant d'air dans l'appartement. Puis, une odeur familière emplit l'espace, le parfum distinctif du tabac que son père fumait dans sa pipe, un mélange unique qu'il faisait venir d'un petit artisan du quartier latin. « C'est impossible, chuchota Michel, son cœur s'accélérant dans sa poitrine. L'odeur était si précise, si réelle, qu'il pouvait presque voir son père assis dans son fauteuil préféré, sa pipe à la main, contemplant les plans avec son regard critique habituel. Alors que Michel tentait de comprendre ce qui se passait, ses yeux se posèrent sur l'un de ses croquis qui s'était posé sur le sol. Dans la pénombre, il remarqua quelque chose d'étrange. Se penchant pour ramasser le papier, il découvrit avec stupéfaction une correction qui n'y était pas quelques minutes auparavant. La ligne était tracée exactement comme son père l'aurait fait, avec cette façon particulière qu'il avait de résoudre les problèmes de structure, une approche que Pierre Dubois avait développée au fil des années et qu'il avait tenté d'enseigner à son fils. Les mains tremblantes, Michel examina le dessin modifié. La solution était élégante, simple, évidente maintenant qu'il la voyait. C'était exactement ce qu'il cherchait depuis des semaines. Mais comment ?
Le son de la porte d'entrée le fit sursauter. Sarah, sa collègue, entra dans le bureau, portant 2 tasses de café fumant. Ses talons claquaient sur le parquet d'ancien tandis qu'elle s'approchait. « Tu travailles encore ? » « Il est presque minuit, Michel, dit-elle en posant une tasse près de lui. Elle s'arrêta, remarquant son expression troublée. « Tout va bien ? On dirait que tu as vu un fantôme. » Michel laissa échapper un rire nerveux. « Sarah, tu ne vas pas me croire, mais... » Il hésita, se demandant s'il devait partager ce qui venait de se passer. Sarah avait toujours été pragmatique, cartésienne. Comment réagirait-elle s'il lui parlait de ses soupçons ? Mais quoi, insista-t-elle, s'asseyant sur le bord du bureau. La lumière de la lampe adoucissait ses traits, donnant à ses yeux verts une teinte dorée. « Je crois que mon père... » Michel s'interrompit, cherchant ses mots. « Je sais que ça va paraître fou, mais je crois qu'il vient de m'aider avec le projet Lion. » Sarah le regarda longuement, son expression indéchiffrable. « Michel, commença-t-elle doucement, je sais que ces derniers mois ont été difficiles. Le deuil nous joue parfois des tours. » « Non, tu ne comprends pas, » l'interrompit Michel, soudain animé. Il lui montra le croquis modifié. « Regarde cette correction. Cette ligne, cette façon de résoudre le problème structural. C'est exactement comme mon père l'aurait fait. Et l'odeur de sa pipe. Tu ne la sens pas ?» Sarah inspira profondément, puis secoua la tête. « Je ne sens que le café, Michel. » Elle posa une main sur son bras, un geste qui se voulait réconfortant mais qui irrita Michel. Il n'avait pas besoin d'être consolé, il avait besoin d'être cru. « Tu devrais rentrer chez toi, te reposer, » suggéra Sarah. Ces dernières semaines ont été intenses, avec la deadline qui approche. Michel voulut protester, mais quelque chose dans l'expression inquiète de Sarah le fit hésiter. Comment expliquer ce qu'il avait vécu sans passer pour quelqu'un qui perdait la raison? Comment décrire cette présence qu'il avait ressentie, cette intervention qui semblait venir de l'au-delà? « Tu as probablement raison, » concéda-t-il finalement. « La fatigue me fait imaginer des choses. » Mais alors que Sarah rassemblait ses affaires pour partir, une photo sur le mur attira son attention. C'était un cliché de Pierre et Michel devant leur première réalisation commune, une petite passerelle dans un parc de banlieue. Sarah s'approcha de la photo, et pendant un instant, Michel crut voir une expression étrange passer sur son visage, comme si elle aussi avait ressenti quelque chose. « Ton père était un homme extraordinaire, » dit-elle doucement, presque pour elle-même. Puis, se tournant vers Michel, « Il serait fier de toi, tu sais. De voir comment tu gères ce projet, malgré tout. » Ces mots touchèrent Michel plus qu'il ne voulut l'admettre. « Merci, Sarah. » Après son départ, Michel resta longtemps assis dans son bureau, contemplant le croquis modifié. L'odeur de pipe s'était dissipée, mais la sensation de la présence de son père persistait, comme une empreinte invisible dans l'air. Cette nuit marquait le début d'une série d'événements inexplicables qui allaient bouleverser sa vie. Dans les semaines qui suivirent, d'autres signes se manifestèrent, des objets qui se déplaçaient mystérieusement, des solutions qui apparaissaient comme par magie sur ses plans, cette odeur de pipe qui revenait dans les moments les plus inattendus. Au début, Michel tenta de rationaliser ces événements, de leur trouver des explications logiques. Mais peu à peu, il commença à accepter l'idée que son père tenait peut-être sa promesse d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Les derniers mots de Pierre résonnaient dans sa mémoire, « Je serai toujours là ». Le projet de Lion avançait remarquablement bien, grâce à ses interventions mystérieuses. Les solutions proposées étaient brillantes, innovantes, et portaient indéniablement la marque des Dubois. Sarah remarquait les changements dans le travail de Michel, son assurance croissante, mais attribuait cela à son processus de deuil, à une forme de connexion spirituelle avec l'héritage de son père. Un soir, alors qu'il rentrait tard du bureau, Michel s'arrêta sur le pont Alexandre III, là où la photo avec son père avait été prise. Les lumières de Paris se reflétaient dans la Seine, créant un spectacle magique. Debout contre la rambarde, il sentit à nouveau cette présence familière, ce sentiment de protection qui l'enveloppait comme une étreinte invisible. « Je commence à comprendre, papa, » murmura-t-il dans la nuit parisienne. « Tu es vraiment toujours là, n'est-ce pas ?» Une brise légère caressa son visage, portant une fois de plus cette odeur caractéristique de pipe. Et pour la première fois depuis la mort de son père, Michel sourit vraiment, sentant un mélange de paix et d'excitation à l'idée de ce qui l'attendait. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ces premiers signes n'étaient que le début d'une aventure extraordinaire, où l'amour d'un père transcenderait les frontières de la mort pour guider son fils vers son destin. Le grand défi.
La salle de réunion du prestigieux cabinet Beaumont et Associates occupait tout le dernier étage d'un immeuble haussmannien, avec une vue imprenable sur la tour Eiffel. Ce matin-là, la tension était palpable dans l'air climatisé. Michel Dubois se tenait devant un auditoire composé des plus grands noms de l'architecture française, prêt à présenter le projet le plus audacieux de sa carrière. Les premiers rayons du soleil parisien traversaient les immenses baies vitrées, illuminant les maquettes et les plans disposés avec soin sur la table de présentation. Michel ajusta sa cravate, un cadeau de son père qu'il portait toujours lors des moments importants. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il organisait ses documents une dernière fois. Antoine Beaumont, le dirigeant du cabinet, était assis au bout de la table, son visage austère ne trahissant aucune émotion. À ses côtés, les membres du conseil d'administration attendaient, leur regard scrutateur pesant lourdement sur les épaules de Michel. Sarah, assise dans un coin de la salle, lui adressa un sourire d'encouragement, même si une certaine tension était visible dans ses yeux verts. « Monsieur Dubois, commença Beaumont de sa voix grave, nous vous écoutons. » Michel prit une profonde inspiration. Au moment où il s'apprêtait à parler, une brise inexplicable traversa la pièce, faisant frémir les pages de sa présentation. L'odeur familière de la pipe de son père emplit subtilement l'espace, invisible pour les autres mais intensément réconfortante pour lui. « Mesdames, messieurs, commença Michel, sa voix trouvant une assurance nouvelle, je vous présente aujourd'hui plus qu'un simple pont. Je vous présente une révolution dans notre façon de penser l'architecture. » Ses doigts glissèrent sur la télécommande du projecteur, faisant apparaître les premières images de son projet. Des murmures surpris parcoururent l'assemblée. Le design était audacieux, presque provocateur dans sa modernité, tout en s'intégrant harmonieusement dans le paysage urbain historique de Lyon. Ce pont n'est pas qu'une structure reliant deux rives, poursuivit Michel, sentant la présence protectrice de son père l'envelopper. C'est un lien entre le passé et l'avenir, entre la tradition et l'innovation. Chaque élément a été pensé pour raconter une histoire. Il expliqua comment la structure principale, inspirée des soieries lyonnaises, créait un motif ondulant qui rappelait le mouvement des tissus précieux qui avaient fait la renommée de la ville. Les câbles de suspension, disposés en une configuration unique, évoquaient les métiers à tisser tout en assurant une stabilité exceptionnelle. Antoine Beaumont se pencha en avant, les sourcils froncés. « Les coûts, monsieur Dubois. Ces innovations que vous proposez doivent avoir un prix astronomique. » Michel sentit son cœur s'accélérer, mais la chaleur familière qui l'entourait ne faiblit pas, en effet, monsieur Beaumont, l'investissement initial est conséquent. Cependant, soudain, dans le reflet de la vitre, Michel aperçut distinctement la silhouette de son père qui lui souriait. Une idée fulgurante lui traversa l'esprit, comme si Pierre lui-même la lui soufflait à l'oreille. « Permettez-moi de vous montrer quelque chose, dit-il en se dirigeant rapidement vers ses plans. » Avec une assurance qui surprit même Sarah, il commença à modifier ses dessins, incorporant une technique que son père lui avait enseignée des années auparavant. En utilisant cette méthode de précontrainte innovante, développée par les Dubois, expliqua-t-il tout en dessinant, nous pouvons réduire les coûts de construction de 30% tout en augmentant la durabilité de la structure. La salle était plongée dans un silence stupéfait. Même Beaumont semblait impressionné, bien qu'il s'efforçât de le cacher. Sarah, quant à elle, observait la scène avec une expression indéchiffrable. Cette technique, intervint l'un des administrateurs, elle me rappelle le style de votre père. Mais elle semble améliorée. Michel sourit, sentant l'odeur de pipe s'intensifier légèrement. Mon père m'a toujours dit que l'architecture était un dialogue entre les générations. Nous construisons sur les fondations laissées par nos prédécesseurs. La présentation se poursuivit pendant encore 1 heure, Michel répondant avec une aisance surprenante à toutes les questions techniques. Chaque fois qu'un problème semblait insurmontable, une solution élégante lui venait naturellement, comme soufflée par une présence invisible. Finalement, Antoine Beaumont se leva. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. « Monsieur Dubois, dit-il enfin, votre projet est inhabituel. Risqué. Peut-être même fou. » Il fit une pause, balayant la salle du regard. « Mais c'est exactement ce dont nous avons besoin. Le Conseil va délibérer, mais je pense pouvoir dire que nous sommes intrigués. » Les membres du Conseil commencèrent à se lever, discutant avec animation. Michel recevait des félicitations de toutes parts, mais son regard chercha instinctivement Sarah. Elle avait disparu. Il la retrouva dans son bureau, rangeant rageusement des dossiers. « Sarah » appela-t-il doucement. « Brillante présentation, dit-elle sans le regarder, sa voix tendue. « Vraiment brillante. »
Surtout cette solution technique que tu as sortie de nulle part. Michel s'appuya contre le chambranle de la porte. Tu es en colère. En colère? Elle se retourna enfin, ses yeux brillants de frustration. Michel, j'ai travaillé pendant des mois sur un projet concurrent pour Lyon. Des mois de recherche, d'études, de développement. Et toi, tu arrives avec ces innovations miraculeuses, ces solutions qui semblent tomber du ciel. Sarah, Non, laisse-moi finir, interrompit-elle. Depuis quelques semaines, tu es différent. Tu travailles seul, tu as ces inspirations soudaines. Ce n'est pas normal, Michel. Ce n'est pas toi. La présence de son père semblait s'être intensifiée, comme pour le soutenir dans ce moment difficile. Michel hésita, se demandant s'il devait lui dire la vérité, lui parler de ces interventions mystérieuses qui guidaient son travail. Tu as raison, dit-il finalement. Je ne suis plus le même. Depuis la mort de mon père. Ton père est mort, Michel, dit Sarah doucement, mais fermement. Et aussi brillant qu'il était, il ne peut plus t'aider maintenant. Si seulement elle savait à quel point elle se trompait. Michel sentit l'odeur de pipe s'estomper lentement, comme si son père lui laissait l'espace de gérer cette situation par lui-même. Je suis désolé pour ton projet, dit-il sincèrement. J'aurais dû t'en parler avant, chercher une façon de collaborer. Sarah leva une main pour l'arrêter. Ce qui est fait est fait. Tu as gagné, Michel. Félicitations. Elle rassembla ses affaires et se dirigea vers la porte. En passant devant lui, elle s'arrêta brièvement. Juste, fais attention. Cette obsession pour l'héritage de ton père, cette façon de travailler en solitaire. Ce n'est pas sain. Michel la regarda partir, tiraillé entre la joie de sa réussite et la peine d'avoir blessé quelqu'un qu'il considérait comme une amie. La présence de son père revint, réconfortante mais différente cette fois, comme empreinte d'une certaine tristesse. J'ai fait ce que tu m'as appris, papa, murmura Michel dans son bureau vide. Mais à quel prix? Cette victoire professionnelle marquait un tournant dans sa carrière, mais aussi dans sa relation avec Sarah et dans sa compréhension de la présence de son père. Ce n'était que le début d'une période qui allait mettre à l'épreuve non seulement ses capacités d'architecte, mais aussi ses relations les plus précieuses. Le soleil se couchait sur Paris, baignant son bureau d'une lumière dorée. Michel resta longtemps assis à sa table de travail, contemplant ses plans couronnés de succès, se demandant si le prix à payer pour suivre les traces de son père n'était pas trop élevé. L'odeur de pipe flottait toujours dans l'air, comme une promesse silencieuse que tout finirait par s'arranger. Doute et vérité. La pluie battait contre les fenêtres du cabinet de consultation du docteur Lambert, créant une mélodie mélancolique qui s'accordait parfaitement avec l'état d'esprit de Michel. Assis dans un fauteuil en cuir confortable, il observait les gouttes d'eau tracer des chemins sinueux sur la vitre, pendant que le psychiatre prenait des notes dans son carnet. Donc, ces manifestations ont commencé peu après le décès de votre père, demanda le docteur Lambert, un homme d'une cinquantaine d'années au regard bienveillant derrière ses lunettes rondes. Michel hocha la tête, ses doigts jouant nerveusement avec la manche de sa chemise. Au début, c'était subtil. L'odeur de sa pipe, des brises inexplicables dans des pièces fermées. Mais maintenant... Il hésita, cherchant ses mots. Maintenant, c'est devenu plus concret. Le psychiatre posa son stylo. Plus concret. Pouvez-vous développer? Il y a ces interventions sur mes plans d'architecture, expliqua Michel. Des corrections, des améliorations qui apparaissent comme par magie. Et elles sont brillantes, docteur. Exactement dans le style de mon père, mais adaptées à mes projets actuels. Docteur Lambert se pencha légèrement en avant. Et ces interventions vous aident dans votre travail? Oui, considérablement. Le projet de Lyon a été accepté grâce à elle. Michel passa une main dans ses cheveux. Mais je commence à me demander. Est-ce que je perds la raison? La pluie s'intensifia dehors, comme pour souligner la gravité du moment. Le bureau du docteur Lambert, avec ses murs tapissés de livres et son mobilier ancien, semblait créer un cocon protecteur autour de cette conversation délicate. Votre esprit cherche peut-être à combler un vide, expliqua le médecin avec douceur. Le deuil prend des formes différentes pour chacun. Ces visions, ces sensations que vous décrivez sont un mécanisme de défense classique. Votre subconscient utilise vos souvenirs de votre père, sa façon de travailler, pour vous aider à surmonter des obstacles professionnels. Michel sentit une pointe de déception à cette explication rationnelle. Donc, vous pensez que j'imagine tout ça?
Je ne dirais pas que vous l'imaginez, nuança le docteur Lambert. Ces expériences sont réelles pour vous. La question est plutôt, quelle est leur origine? À cet instant précis, un courant d'air traversa le bureau, faisant frémir les rideaux. L'odeur caractéristique de la pipe de Pierre Dubois emplit l'espace. Michel vit le docteur Lambert froncer les sourcils et renifler l'air, intrigué. « Vous sentez ça » demanda Michel, le cœur battant. « Une odeur de tabac » confirma le psychiatre. « Probablement qui vient de la rue. »« Non » insista Michel. « C'est l'odeur de la pipe de mon père. Son mélange spécial qu'il faisait venir du quartier latin. Personne d'autre ne fumait ce tabac. » Le docteur Lambert prit quelques notes supplémentaires. « Michel, notre esprit peut être très convaincant quand il s'agit d'eux. » Mais il fut interrompu par le son d'un livre qui tomba de l'une des étagères. Les deux hommes se tournèrent vers le bruit. Le livre gisait ouvert sur le sol, et Michel reconnut immédiatement la page. C'était un traité d'architecture, ouvert exactement à la section qui parlait de la technique de construction développée par son père. Le psychiatre se leva pour ramasser le livre, l'expression perplexe. « Étrange coïncidence, murmura-t-il. » Michel quitta le cabinet une heure plus tard, l'esprit encore plus troublé qu'à son arrivée. La pluie avait cessé, mais les rues de Paris luisaient encore sous les réverbères qui commençaient à s'allumer dans le crépuscule précoce de l'automne. Alors qu'il marchait vers sa voiture, son téléphone vibra. Un message de Sarah, « Il faut qu'on parle. » C'est important. Michel hésita un moment avant de répondre. Depuis la présentation du projet de Lyon, leur relation était devenue tendue, compliquée. Il tapota rapidement une réponse, lui donnant rendez-vous au café près de leur bureau. 20 minutes plus tard, il poussait la porte du Café des Architectes, un établissement que son père affectionnait particulièrement. Sarah était déjà là, assise à une table dans le fond, une tasse de café fumant devant elle. « Tu as l'air fatigué » dit-elle en guise de salutation. Michel s'assit en face d'elle, commandant un expresso au serveur qui passait. « Longue journée » répondit-il simplement. Sarah le regarda intensément. « J'ai examiné tes plans pour le projet de Lyon » dit-elle sans préambule. « J'ai passé des heures à étudier cette nouvelle technique de précontrainte que tu as présentée. » Michel sentit son estomac se nouer. « Et c'est brillant » admit-elle. « Tellement brillant que c'en est presque impossible. » Michel. Elle hésita, cherchant ses mots. Ces solutions, cette façon de penser. Ce n'est pas toi. Du moins, pas uniquement toi. Le serveur apporta l'expresso de Michel, créant une brève interruption dans leur conversation tendue. L'odeur du café se mêla subtilement à celle, plus faible mais distincte, du tabac de Pierre. « Que veux-tu dire » demanda Michel, bien qu'il sache exactement où elle voulait en venir. « Je connaissais ton père, Michel. Pas aussi bien que toi, évidemment, mais j'ai eu la chance de travailler avec lui sur plusieurs projets avant sa maladie. Ces innovations que tu proposes. Elles portent sa signature. Sa façon unique de voir les choses. » Michel fixa son café, ne sachant que répondre. Comment expliquer à Sarah ce qu'il vivait sans passer pour fou? « Tu vas penser que j'ai perdu l'esprit, dit-il finalement, mais... » À cet instant précis, un accident fut évité de justesse dans la rue. Un crissement de pneus, des klaxons, et Michel entendit distinctement la voix de son père crier « Attention !» Il se retourna brusquement vers la fenêtre, juste à temps pour voir une voiture faire une embardée pour éviter un cycliste imprudent. Sarah avait également sursauté au bruit. « C'était proche » murmura-t-elle. « Tu l'as entendu » demanda Michel impulsivement. « Entendu quoi ?» La voix. Celle qui a crié « Attention !» point. Sarah le regarda avec inquiétude. « Michel, personne n'a crié. Il y a eu les klaxons, mais... » Il se passa une main sur le visage, épuisé. « Tu dois me prendre pour un fou. »« Non, dit-elle doucement. Je pense que tu es en deuil. Et que ce deuil prend une forme particulière. Ce n'est pas que le deuil, Sarah. » Michel prit une profonde inspiration. « Mon père est toujours là. Il me guide, m'aide dans mon travail. Ces innovations dont tu parles ? Elles viennent de lui. Il tient sa promesse. » Quelle promesse? La dernière chose qu'il m'a dite avant de mourir. Il m'a promis qu'il serait toujours là, qu'il veillerait sur moi. Sarah resta silencieuse un long moment, son café refroidissant devant elle. Dehors, les lumières de Paris commençaient à briller plus intensément alors que la nuit tombait.
Michel, dit-elle enfin, je m'inquiète pour toi. Tu parles seul, tu agis étrangement. Les autres au bureau commencent à le remarquer aussi. Mon père est toujours là, Sarah, insista-t-il. Je sais que ça paraît fou, mais il me protège. Ces accidents évités, ces solutions techniques brillantes. Ce n'est pas un hasard. Sarah tendit la main par-dessus la table, prenant la sienne. Ce contact inattendu le surprit, mais il ne la retira pas. Je ne peux pas prétendre comprendre ce que tu traverses, dit-elle doucement. Mais je suis là. Si tu as besoin de parler, de te confier. Je t'écouterai sans juger. Michel sentit les larmes lui monter aux yeux. Merci, murmura-t-il. Ils restèrent ainsi un moment, leurs mains jointes sur la table du café, entourés par le brouhaha des conversations et le tintement des tasses. L'odeur de la pipe de Pierre flottait toujours dans l'air, plus douce maintenant, comme si son père approuvait ce moment de connexion entre son fils et Sarah. En rentrant chez lui ce soir-là, Michel réfléchit à tout ce qui s'était passé. Les doutes du docteur Lambert, l'inquiétude de Sarah, ses propres questionnements. Tout se mélangeait dans son esprit. Pourtant, au milieu de toute cette confusion, une chose restait claire, la présence de son père était réelle, peu importe ce que les autres en pensaient. Arrivé dans son appartement, il s'arrêta devant la photo de son père. « Je ne suis pas fou, n'est-ce pas, papa » murmura-t-il. Une douce brise caressa son visage, et l'odeur familière de pipe emplit la pièce. Sur son bureau, un de ses plans se déplaça légèrement, comme pour lui rappeler que certaines vérités dépassent notre compréhension rationnelle. Cette nuit-là, Michel s'endormit avec le sentiment que, malgré tous ses doutes, il n'était pas seul dans cette étrange aventure. Son père veillait sur lui, d'une façon que ni la science ni la raison ne pouvaient expliquer. La confession de Sarah. La pluie tombait doucement sur Paris ce soir-là, créant un rideau argenté devant les fenêtres du petit café près de la scène où Sarah avait donné rendez-vous à Michel. Le café des artistes, avec ses murs ornés de vieilles affiches et ses banquettes en cuir usé, était presque vide à cette heure tardive. Seul le bruit sourd de la pluie et le murmure distant du fleuve venaient troubler le silence. Sarah était déjà installée à une table près de la fenêtre quand Michel arriva, secouant son parapluie. Elle fixait sa tasse de café avec une intensité inhabituelle, ses mains tremblantes trahissant une nervosité qu'il ne lui connaissait pas. En 15 ans de carrière, Michel ne l'avait jamais vue aussi agitée. « Je suis désolé de t'avoir fait venir si tard », dit-elle alors qu'il s'asseyait en face d'elle. La lumière tamisée du café adoucissait ses traits, mais ne pouvait masquer les cernes sous ses yeux. « Pas de problème, répondit Michel, commandant un café au serveur qui passait. « Tu avais l'air urgent au téléphone. » Sarah prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait son courage. « Il y a quelque chose que je dois te dire, Michel. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » À cet instant, une brise inexplicable traversa le café, faisant vaciller les flammes des bougies sur les tables. L'odeur familière de la pipe de Pierre Dubois emplit subtilement l'espace, et Michel vit Sarah se raidir légèrement. « Tu le sens aussi, n'est-ce pas » demanda-t-il doucement, réalisant soudain qu'elle réagissait à la présence de son père. Les mains de Sarah se crispèrent autour de sa tasse. « Ton père, commença-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, m'a parlé aussi, Michel. La veille de sa mort. » Le temps sembla se figer. Le bruit de la pluie, les conversations lointaines, tout disparut pendant un instant alors que Michel digérait cette révélation. Quoi, fut tout ce qu'il put articuler. Sarah ferma brièvement les yeux, comme pour se replonger dans ce souvenir. C'était tard le soir à l'hôpital. Je venais déposer des documents pour une signature, pensant qu'il dormirait. Mais il était réveillé, et il m'a demandé de rester un moment. Le serveur apporta le café de Michel, créant une brève interruption. L'odeur de pipe s'était intensifiée, comme si Pierre lui-même voulait entendre cette histoire. Il savait qu'il allait partir, poursuivit Sarah. Il m'a parlé de toi, de ton potentiel, de la façon dont tu te retenais toujours un peu par peur de l'échec. Et puis... Elle hésita, prenant une gorgée de café pour se donner du courage. Il m'a fait promettre de veiller sur toi. Michel sentit son cœur se serrer. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé ? Au début, c'était trop douloureux. Et puis, il y a eu cette compétition entre nous au bureau, ma jalousie professionnelle. Sarah eut un rire amer. J'ai laissé mon ambition prendre le dessus sur ma promesse. Je suis désolé, Michel. Les lumières du café vacillèrent étrangement, comme en écho à l'émotion du moment. Sur la vitre embuée,
Michel crut voir se dessiner pendant un instant le profil de son père. Ce n'est pas tout, continua Sarah, sa voix prenant un ton plus urgent. Ton père m'a dit autre chose cette nuit-là. Il m'a parlé de sa vision pour l'avenir, de ce qu'il voyait pour nous deux. Nous deux? Il voyait en nous une équipe extraordinaire. Pas des rivaux, mais des partenaires. Il disait que nos styles se complétaient parfaitement, que ensemble, nous pourrions créer des merveilles. Michel se rappela soudain les derniers mots de son père, Sarah sera importante. Plus que tu ne le penses maintenant. Ces dernières semaines, dit Sarah, quand j'ai vu ces manifestations étranges autour de toi, ces solutions miraculeuses qui apparaissaient sur tes plans. J'ai commencé à comprendre. Ton père tient ses promesses, Michel. Toutes ses promesses. Un silence s'installa entre eux, uniquement troublé par le martèlement de la pluie contre les vitres. L'odeur de pipe était maintenant si forte que même le serveur qui passait près de leur table la remarqua, regardant autour de lui avec curiosité. Je ne sais plus quoi penser, admit Michel. Pendant des semaines, j'ai cru devenir fou. Le psychiatre dit que c'est mon subconscient qui... Au diable les psychiatres, interrompit Sarah avec une véhémence qui le surprit. J'étais là, Michel. J'ai entendu ton père cette nuit-là. Il m'a dit des choses que personne d'autre ne pouvait savoir. Et maintenant, ces signes, cette présence. Ce n'est pas de la folie. À cet instant, comme pour confirmer ses paroles, un carnet de croquis tomba de son sac ouvert. Il s'ouvrit sur une page où Sarah avait esquissé des modifications pour le projet de Lyon, des modifications qui complétaient parfaitement les innovations mystérieuses apparues sur les plans de Michel. Regarde, dit-elle en pointant les dessins. J'ai fait ces croquis la nuit dernière, après avoir rêvé de ton père. Il me montrait comment nos idées pouvaient se combiner, comment nous pouvions travailler ensemble plutôt que l'un contre l'autre. Michel examina les croquis, stupéfait. Les lignes de Sarah s'entremêlaient harmonieusement avec ses propres designs, créant quelque chose de plus beau, de plus fort que ce qu'ils auraient pu concevoir individuellement. Il voulait que nous collaborions, murmura-t-il. Depuis le début. Oui, confirma Sarah. Et j'ai gâché tant de temps à cause de ma fierté, de ma compétitivité. Une larme coula sur sa joue, qu'elle essuya rapidement. Michel tendit la main par-dessus la table, prenant la sienne comme elle l'avait fait quelques jours plus tôt au café. Ce n'est pas trop tard, dit-il doucement. L'odeur de pipe s'intensifia encore, et cette fois, ils eurent tous les deux l'impression de sentir une présence bienveillante les entourer, comme si Pierre Dubois lui-même approuvait ce moment de réconciliation. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, demanda Sarah. On honore sa vision, répondit Michel avec une assurance nouvelle. On travaille ensemble. On crée ces merveilles dont il parlait. Le serveur vint leur proposer un autre café, mais ils déclinèrent. La nuit était déjà bien avancée, et ils avaient beaucoup à faire. Alors qu'ils se levaient pour partir, Sarah s'arrêta soudain. Michel, dit-elle, hésitante. Il y a autre chose que ton père m'a dit cette nuit-là. Quelque chose à propos de l'avenir. Mais avant qu'elle puisse continuer, un coup de tonnerre retentit au-dessus de Paris, faisant trembler les vitres du café. L'orage qui menaçait depuis des heures éclatait enfin. On en parlera demain, dit Michel, notant sa fatigue évidente. On a tout le temps maintenant. Sarah acquiesça, mais Michel remarqua une lueur étrange dans son regard, comme si elle gardait encore des secrets. Ils sortirent ensemble dans la nuit parisienne, partageant le parapluie de Michel. La pluie avait lavé les rues, leur donnant cet aspect brillant et neuf que seul Paris sous la pluie peut avoir. L'odeur de pipe les accompagna jusqu'à leur voiture, comme une bénédiction silencieuse. Cette nuit marquait un nouveau départ, une nouvelle compréhension entre eux. Mais alors que Michel regardait Sarah s'éloigner dans la nuit pluvieuse, il ne pouvait s'empêcher de se demander quel autre secret son père avait partagé avec elle. Cette révélation ouvrait de nouvelles perspectives, mais soulevait aussi de nouvelles questions. Quel était le véritable dessein de l'esprit de Pierre Dubois? Pourquoi avait-il choisi de se manifester maintenant, et de cette façon? Et surtout, que leur réservait l'avenir à Sarah et lui? Les réponses à ces questions attendraient le lendemain. Pour l'instant, Michel se contentait de savoir qu'il n'était pas seul dans cette étrange aventure. Son père veillait toujours sur lui, d'une façon qu'il ne comprenait pas encore complètement, mais qui commençait enfin à prendre sens. L'épreuve. La pluie battante s'abattait sur le chantier du pont avec une intensité presque surnaturelle. Les gouttes d'eau, lourdes et menaçantes, semblaient vouloir mettre à l'épreuve chaque décision, chaque calcul que Michel avait fait jusqu'à présent.
Le ciel gris plomb de Paris pesait sur ses épaules comme le poids de ses responsabilités, tandis qu'il scrutait l'horizon à travers les échafaudages métalliques qui s'élevaient au-dessus de la Seine. Les derniers rapports sont catastrophiques, murmura Sarah, son imperméable jaune trempé collant à sa silhouette. Elle tenait dans ses mains tremblantes une tablette protégée de la pluie, affichant des données qui faisaient frémir Michel. Les capteurs indiquent une tension anormale dans la section A. Michel passa une main dans ses cheveux mouillés, son regard fixé sur la structure qui représentait tout ce pourquoi il s'était battu. Le pont, son pont, leur pont, semblaient maintenant aussi fragiles que ses certitudes. Les problèmes structurels qui étaient apparus ces derniers jours menaçaient non seulement le projet, mais aussi la réputation du cabinet tout entier. Et plus important encore, la sécurité de centaines de futurs usagers. Nous devons vérifier les fondations du pylône principal, décida Michel, sa voix à peine audible sous le vacarme de la pluie et du vent. Il y a quelque chose qui nous échappe. Sarah acquiesça, bien que son visage trahît son inquiétude. Les ouvriers ont été évacués il y a 1 heure. Le site n'est pas sûr, Michel. Raison de plus pour comprendre ce qui se passe, répondit-il, déjà en marche vers la passerelle temporaire qui menait aux fondations. Le métal était glissant sous leurs pieds, et chaque pas devait être calculé avec précision. La Seine, en contrebas, était agitée, ses eaux sombres et menaçantes reflétant la tempête qui s'abattait sur Paris. Michel sentait son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine, non pas de peur, mais d'une détermination féroce à sauver son projet. Alors qu'ils approchaient du pylône principal, un craquement sinistre résonna à travers la structure. Sarah s'arrêta net, agrippant le bras de Michel. « Tu as entendu ça ?» Michel hocha la tête, son visage pâle sous la pluie. Ce son, il le connaissait trop bien. C'était le gémissement du métal sous tension, le cri d'une structure qui atteignait ses limites. Les calculs initiaux étaient corrects, marmonna-t-il, sortant une lampe torche de sa poche pour examiner les joints. Il doit y avoir un facteur que nous n'avons pas pris en compte. Soudain, une odeur familière de pipe traversa l'air humide. Michel se figea. Cette odeur, il la reconnaîtrait entre mille. C'était celle de la pipe de son père, Pierre. Même sous cette pluie battante, elle était distincte, impossible à confondre. Sarah, dit-il doucement, sens-tu ça ? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un second craquement, plus viol cette fois, secoua toute la structure. Des morceaux de béton se détachèrent des fondations, plongeant dans la Seine avec des éclaboussures sinistres. « Michel !» cria Sarah, pointant vers le haut. La poutre principale. Au-dessus d'eux, une énorme poutre métallique commençait à se tordre sous la pression. Les câbles de soutien grinçaient dangereusement, leurs ancrages menaçant de céder à tout moment. « Il faut sortir d'ici !» hurla Michel, poussant Sarah vers la sortie. Mais il était déjà trop tard. Dans un fracas assourdissant, une partie de la structure s'effondra derrière eux, coupant leur retraite. Ils étaient piégés sur une section de la passerelle, avec d'un côté la Seine déchaînée, et de l'autre, une masse de métal tordu. « Les secours ne pourront jamais arriver à temps, murmura Sarah, sa voix tremblante mais déterminée. Michel ferma les yeux un instant, tentant de garder son calme. C'est alors qu'il la sentit. Cette présence chaleureuse et réconfortante qu'il avait appris à reconnaître ces derniers mois. Son père était là, avec eux. « Papa, souffla-t-il, aide-nous. » Comme en réponse à sa prière, une clarté soudaine envahit son esprit. Les souvenirs des longues conversations avec son père sur la résistance des matériaux, sur les techniques innovantes qu'ils avaient développées ensemble, tout lui revint avec une netteté cristalline. « Sarah, dit-il, une nouvelle assurance dans la voix, regarde les câbles de précontrainte. La solution est là. » Sous la pluie battante, guidé par une force invisible, Michel commença à expliquer son plan. Les câbles de précontrainte, normalement utilisés pour renforcer la structure, pouvaient être réajustés pour redistribuer les forces et soulager la pression sur la section endommagée. C'est risqué, objecta Sarah, mais c'est notre seule chance. Travaillant en parfaite synchronisation, ils commencèrent à mettre en œuvre leur plan désespéré. Michel sentait la présence de son père plus forte que jamais, guidant ses gestes, corrigeant ses calculs mentaux. Des années d'expérience transmises de père en fils se manifestaient dans chaque décision, chaque ajustement. Les minutes s'écoulaient comme des heures. Leurs mains étaient gelées, leurs vêtements trempés collaient à leur peau, mais ils continuaient. La structure gémissait et craquait autour d'eux, mais peu à peu, les vibrations commencèrent à diminuer. « Ça fonctionne !» s'exclama Sarah, consultant les données sur sa tablette. La tension se stabilise.
Michel pouvait presque voir le sourire fier de son père. Cette solution, cette approche innovante, c'était l'héritage des Dubois. Une façon unique de voir les problèmes, de trouver des solutions là où personne n'aurait pensé à chercher. Après ce qui sembla une éternité, les secours arrivèrent enfin. Les pompiers, stupéfaits, découvrirent non seulement Michel et Sarah sains et saufs, mais aussi une structure stabilisée grâce à une technique qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Plus tard, alors que l'aube commençait à poindre sur Paris, Michel et Sarah se tenaient côte à côte, enveloppés dans des couvertures de survie, regardant les premiers rayons du soleil illuminer leur pont. « Comment as-tu su » demanda Sarah doucement. « Comment as-tu trouvé cette solution » Michel sourit, sentant encore la présence bienveillante de son père s'estomper doucement. « Je n'étais pas seul » répondit-il simplement. « Je ne le suis jamais vraiment. » Cette nuit avait changé quelque chose. Ce n'était pas seulement leur survie miraculeuse, ni même la solution innovante qu'ils avaient trouvée. C'était la certitude profonde que l'amour et le savoir transmis par son père continuaient de vivre à travers lui, plus fort que jamais. Les jours suivants furent consacrés à l'analyse détaillée de leurs solutions d'urgence. Les experts étaient stupéfaits par l'ingéniosité de l'approche. Ce qui avait commencé comme une mesure désespérée pour sauver leur vie s'avérait être une innovation majeure dans le domaine de l'ingénierie des ponts. Sarah travaillait maintenant aux côtés de Michel avec une nouvelle compréhension. Elle avait été témoin de quelque chose d'inexplicable cette nuit-là, quelque chose qui dépassait la simple ingénierie. La présence de Pierre, qu'elle avait d'abord mise sur le compte du stress et de la peur, était devenue une réalité qu'elle ne pouvait plus nier. Le chantier reprit progressivement son activité normale, mais quelque chose avait changé. Les ouvriers parlaient à voix basse de la nuit de la tempête, de la façon dont le pont avait été sauvé de manière miraculeuse. Certains juraient avoir senti une présence bienveillante cette nuit-là, comme si quelqu'un veillait sur eux tous. Michel, quant à lui, continuait de sentir la présence de son père sur le chantier, plus discrète maintenant, mais toujours là. Chaque décision importante, chaque nouveau défi était accompagné de cette chaleur familière, de cette sagesse silencieuse qui l'avait guidé pendant la tempête. La crise avait non seulement sauvé le pont, mais elle avait aussi renforcé quelque chose de plus profond, la conviction que l'amour ne connaît pas de limite, pas même celle de la mort. Le pont du bois n'était plus simplement une structure d'acier et de béton, mais un testament vivant de cet amour, de ce lien indéfectible entre un père et son fils. Et parfois, les soirs de pluie, quand Michel reste tard sur le chantier, il peut encore sentir l'odeur de la pipe de son père, portée par le vent qui souffle sur la Seine, comme un rappel que certaines présences ne nous quittent jamais vraiment. La confrontation. Le soleil matinal filtrait à travers les immenses baies vitrées du cabinet Beaumont et Associates, projetant des ombres géométriques sur le sol en marbre du 40e étage. Michel se tenait devant les portes massives du bureau d'Antoine Beaumont, son cœur battant la chamade. L'heure de la confrontation était venue. Sarah, debout à ses côtés, lui serra discrètement la main en signe de soutien. « Tu es prêt » murmura-t-elle. Michel hocha la tête, tentant de maîtriser la tempête d'émotions qui faisait rage en lui. Les accusations de fraude lancées par Beaumont menaçaient non seulement sa carrière, mais aussi l'héritage entier de sa famille. La secrétaire, une femme d'une 50aine d'années au chignon impeccable, leur fit signe d'entrée. « Monsieur Beaumont vous attend. » Le bureau d'Antoine Beaumont était à l'image de l'homme, imposant, froid, calculé. Les murs, ornés de diplômes et de récompenses prestigieuses, semblaient narguer Michel. Beaumont lui-même se tenait devant la fenêtre, les mains croisées dans le dos, contemplant la ville qui s'étendait à ses pieds. « Ah, Michel, dit-il sans se retourner, sa voix dégoulinant de condescendance. Je suppose que vous savez pourquoi je vous ai convoqué. Vos accusations sont absurdes, monsieur Beaumont, répondit Michel, s'efforçant de garder son calme. Chaque innovation utilisée dans le projet du pont est légitime. Beaumont se retourna lentement, un sourire froid aux lèvres. Légitime. Vraiment ? Il prit un dossier sur son bureau et en sortit plusieurs documents. Comment expliquez-vous ces similitudes troublantes avec les brevets déposés par nos concurrents ? Ces techniques, intervint Sarah, sont des développements originaux des Dubois. Michel les a hérités de son père. Ah oui, le fameux Pierre Dubois, railla Beaumont. Malheureusement, les morts ne peuvent pas témoigner, n'est-ce pas ? À cet instant précis, une brise inexplicable traversa la pièce, faisant frissonner les occupants. Les papiers sur le bureau de Beaumont s'envolèrent dans un tourbillon désordonné. C'est impossible, murmura Beaumont, toutes les fenêtres sont fermées. Michel sentit cette présence familière, cette chaleur réconfortante qui l'accompagnait depuis la mort de son père.
L'odeur caractéristique de pipe emplit la pièce, et même Sarah l'a reconnue, échangeant un regard entendu avec Michel. Vous parlez des morts, monsieur Beaumont, dit Michel avec une assurance nouvelle, mais leur influence perdure bien au-delà de leur départ. Soudain, un tiroir du vieux classeur métallique dans le coin du bureau s'ouvrit tout seul. Les 3 personnes présentes se figèrent. À l'intérieur, une épaisse chemise jaunie par le temps attira leur attention. Sarah s'en approcha la première. Ce sont les archives du cabinet des années 80. Les mains tremblantes, elle en sortit une série de documents. Des plans, des calculs, des notes techniques, tous signés de la main de Pierre Dubois. C'est impossible, répéta Beaumont, son visage perdant toute couleur. Ces archives avaient disparu depuis des années. Michel s'approcha pour examiner les documents. Son cœur fit un bond en reconnaissant l'écriture de son père. Ces pages jaunies contenaient les premières ébauches des techniques qu'il utilisait aujourd'hui, prouvant sans l'ombre d'un doute leur origine. Comme vous pouvez le constater, dit Michel, sa voix empreinte d'émotion, ces innovations sont l'héritage de mon père. Chaque calcul, chaque concept a été développé ici même, dans ce cabinet, il y a plus de 30 ans. Beaumont s'effondra dans son fauteuil, visiblement secoué. Comment ces documents sont-ils réapparus? Sarah prit la parole, sa voix tremblante mais déterminée. Monsieur Beaumont, il y a des choses dans ce monde qui dépassent notre compréhension. J'ai été témoin de phénomènes inexplicables ces derniers mois, des événements qui m'ont fait remettre en question tout ce que je croyais savoir. Elle raconta alors sa propre expérience avec l'esprit de Pierre, la promesse qu'elle lui avait faite de veiller sur Michel, les nombreuses manifestations de sa présence sur le chantier. Pendant qu'elle parlait, les lumières du bureau vacillèrent doucement, comme pour ponctuer son récit. Une atmosphère étrange s'était installée dans la pièce, mélange de tension et de quelque chose de plus profond, de plus mystérieux. J'ai travaillé avec Pierre Dubois, intervint soudain une voix depuis la porte. C'était Marcel Laurent, le plus ancien employé du cabinet, attiré par l'agitation inhabituelle. Ces techniques, je les ai vues naître. Pierre était un génie, bien en avance sur son temps. Ce que son fils fait d'aujourd'hui n'est que la continuité naturelle de son travail. Beaumont regardait maintenant les documents étalés sur son bureau avec un mélange de fascination et d'incrédulité. Les preuves étaient là, irréfutables. Non seulement les innovations de Michel étaient légitimes, mais elles s'inscrivaient dans une tradition d'excellence qui remontait à des décennies. Il y a autre chose que vous devriez voir, dit Sarah, sortant son ordinateur portable. Elle afficha les données du sauvetage spectaculaire du pont lors de la tempête. Ce que Michel a accompli cette nuit-là, c'était plus qu'une simple prouesse technique. C'était la manifestation vivante de cet héritage. Les graphiques et les calculs défilaient à l'écran, démontrant l'originalité et l'efficacité des solutions employées. Même Beaumont, avec toute sa méfiance, ne pouvait nier l'évidence. Commença-t-il, cherchant ses mots. Je vous dois des excuses, Michel. Ces accusations, j'aurais dû vérifier plus attentivement. Michel hocha la tête, acceptant silencieusement les excuses. Il sentait la présence de son père s'estomper doucement, comme si sa mission était accomplie. Ce cabinet a une histoire, dit Michel, une histoire dont mon père fait partie. Ces innovations ne sont pas volées, elles sont l'aboutissement d'années de travail, de passion, transmises de père en fils. Beaumont se leva lentement de son fauteuil. Je propose que nous révisions notre approche. Ces techniques, cette histoire, c'est un atout pour le cabinet. Nous devrions les mettre en valeur, pas les cacher. Sarah sourit, sentant la tension se dissiper. Le pont du bois pourrait devenir notre vitrine, un symbole de l'innovation et de la tradition réunie. Les heures suivantes furent consacrées à réorganiser le projet, à mettre en place une nouvelle stratégie de communication. Les documents retrouvés furent soigneusement archivés, témoins précieux d'une époque révolue mais dont l'influence continuait de se faire sentir. Alors que le soleil commençait à décliner sur Paris, Michel et Sarah quittèrent le bureau de Beaumont, épuisés mais soulagés. Dans l'ascenseur, ils échangèrent un regard complice. « Ton père, dit doucement Sarah, il ne cesse jamais de nous surprendre. » Michel sourit, touchant la vieille photo de son père qu'il gardait toujours dans sa poche. « Il nous protège, à sa façon. Il s'assure que la vérité triomphe toujours. » En sortant du building, ils furent accueillis par une douce brise printanière. L'odeur familière de pipe les accompagna jusqu'au bout de la rue, comme un dernier au revoir de Pierre Dubois, l'architecte qui continuait de veiller sur son fils et sur son héritage, même depuis l'au-delà. Cette confrontation avait marqué un tournant.
Non seulement l'intégrité de Michel avait été prouvée, mais quelque chose de plus profond s'était produit. Le cabinet tout entier avait été témoin de l'inexplicable, de cette présence qui transcendait la mort elle-même. Le lendemain, les rumeurs circulaient déjà dans les couloirs. On parlait de documents mystérieusement réapparus, de phénomènes étranges dans le bureau de Beaumont. Mais surtout, on parlait de l'héritage des Dubois, de cette passion pour l'architecture qui se transmettait de génération en génération, portée par un amour plus fort que la mort elle-même. Et parfois, quand Michel travaille tard le soir dans son bureau, il peut encore sentir la présence rassurante de son père, veillant sur lui, guidant ses pas dans cette grande aventure qu'est la vie. L'héritage. Le soleil de juin se couchait doucement sur Paris, baignant la Seine de reflets dorés et pourpres. C'était le grand jour, celui que Michel Dubois avait tant attendu, l'inauguration du pont qui portait désormais le nom de sa famille. Une foule importante s'était rassemblée sur les berges, attendant avec impatience le moment où cette nouvelle merveille architecturale serait officiellement ouverte au public. Michel se tenait légèrement en retrait de l'estrade officielle, observant la structure majestueuse qui s'élançait au-dessus des eaux. Le pont du bois était bien plus qu'un simple ouvrage d'art, c'était l'aboutissement d'un rêve partagé entre un père et son fils, un testament d'amour et de persévérance qui traversait les frontières de la mort elle-même. Sarah s'approcha silencieusement de lui, magnifique dans sa robe bleu nuit. Un an s'était écoulé depuis cette nuit terrible où ils avaient failli tout perdre, un an depuis que l'esprit de Pierre les avait guidés vers une solution miraculeuse. Leur relation avait évolué au fil des mois, se transformant en quelque chose de plus profond, de plus précieux encore que leur collaboration professionnelle. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement, glissant sa main dans la sienne. « À mon père » répondit Michel, ses yeux brillants d'émotion. « Il devrait être là aujourd'hui. »« Il est là » murmura Sarah, serrant sa main. « Il l'a toujours été. » Comme pour confirmer ses paroles, une légère brise parfumée d'odeur de pipe caressa leur visage. Michel sourit, reconnaissant ce signe familier de la présence de son père. Antoine Beaumont s'avança vers le micro, attirant l'attention de la foule. L'homme avait changé depuis la confrontation dans son bureau. L'expérience de l'inexplicable l'avait transformé, adoucissant ses angles, ouvrant son esprit à des possibilités qu'il aurait autrefois rejetées. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer bien plus qu'une simple prouesse architecturale. Le pont du bois représente l'alliance parfaite entre tradition et innovation, entre le passé et l'avenir. » Pendant que Beaumont parlait, Michel laissa son esprit vagabonder vers les événements qui avaient jalonné cette incroyable année. Les découvertes des documents de son père, les nuits passées à peaufiner les plans, les moments de doute et de victoire partagés avec Sarah. Chaque étape avait été guidée par cette présence bienveillante, cette main invisible qui n'avait cessé de le protéger. Marcel Laurent, le vieux collaborateur de son père, s'approcha discrètement. « Pierre serait tellement fier » chuchota-t-il. « Ce pont, c'est tout ce qu'il a toujours rêvé de construire. » Les larmes aux yeux, Michel hocha la tête. Le vieil homme avait été un soutien précieux tout au long du projet, partageant ses souvenirs de Pierre Dubois, aidant Michel à comprendre et à développer les innovations de son père. La cérémonie se poursuivait, rythmée par les discours officiels et les applaudissements. La lumière du soleil couchant jouait sur les câbles du pont, créant des reflets changeants qui semblaient danser sur l'eau. C'était comme si la structure elle-même célébrait ce moment. Sarah fut invitée à prendre la parole. Elle s'avança vers le micro avec grâce, son regard croisant celui de Michel. « Ce pont est né d'un amour qui transcende le temps » commença-t-elle. L'amour d'un père pour son fils, l'amour d'une famille pour l'architecture, l'amour de l'innovation et de l'excellence. J'ai eu le privilège d'être témoin de quelque chose d'extraordinaire pendant la construction de cet ouvrage. Elle raconta alors, avec émotion, comment le projet avait failli être compromis, comment des solutions miraculeuses étaient apparues dans les moments les plus sombres. Sans mentionner directement l'intervention surnaturelle de Pierre, elle parvint à faire comprendre à l'audience que quelque chose de magique s'était produit sur ce chantier. Vint enfin le tour de Michel. Alors qu'il montait sur l'estrade, le vent se leva doucement, faisant bruisser les feuilles des arbres qui bordaient la Seine. L'odeur de pipe se fit plus intense, enveloppant Michel comme une étreinte paternelle. « Mon père, commença-t-il, sa voix portant loin sur l'eau calme, m'a appris que l'architecture n'est pas seulement une question de pierre et d'acier. C'est une question d'âme, de passion, d'amour. Ce pont est né d'une promesse faite sur un lit d'hôpital, la promesse de ne jamais abandonner mes rêves. » Les yeux de Sarah s'embuèrent de larmes. Elle se souvenait de cette conversation avec Pierre, la veille de sa mort, quand il lui avait fait promettre de veiller sur son fils.
Elle avait failli faillir à cette promesse, aveuglée par sa jalousie professionnelle, mais l'amour avait été plus fort. Chaque courbe, chaque innovation technique de ce pont raconte une histoire, poursuivit Michel. L'histoire d'un savoir transmis de père en fils, l'histoire d'une passion qui traverse les générations. Mais surtout, l'histoire d'un amour qui ne connaît pas de limite, pas même celle de la mort. Alors qu'il prononçait ces mots, un phénomène étrange se produisit. Les derniers rayons du soleil traversèrent les nuages, créant un spectacle de lumière extraordinaire sur le pont. Pendant un bref instant, tous les spectateurs eurent l'impression de voir une silhouette bienveillante se dessiner dans la lumière dorée. Le moment du ruban était venu. Michel et Sarah s'avancèrent ensemble, ciseaux en main. Juste avant de couper le ruban tricolore, Michel sentit distinctement une main se poser sur son épaule. Il n'avait pas besoin de se retourner pour savoir que son père était là, partageant ce moment de triomphe. Le ruban tomba sous les applaudissements de la foule. Le pont du bois était officiellement ouvert. Les premiers piétons s'engagèrent sur la structure, admirant les innovations techniques qui la rendaient unique. Les journalistes se pressaient autour de Michel et Sarah, posant des questions sur les défis techniques, sur l'histoire du projet. Plus tard dans la soirée, alors que la foule s'était dispersée et que les lumières de la ville commençaient à scintiller, Michel et Sarah se retrouvèrent seuls sur le pont. La Seine coulait paisiblement sous leurs pieds, témoins silencieux de leur bonheur. « 1 an, murmura Sarah. Il s'est passé tant de choses en 1 an. Michel acquiesça, contemplant les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel nocturne. Mon père avait raison, dit-il doucement. L'amour traverse vraiment les frontières de la mort. Comme en écho à ces paroles, l'odeur familière de pipe les enveloppa une dernière fois. La présence de Pierre était presque palpable, plus forte que jamais. Dans la lumière tamisée des réverbères, ils crurent voir son sourire bienveillant se dessiner dans l'air du soir. Il ne nous quittera jamais vraiment, n'est-ce pas, demanda Sarah. Non, répondit Michel. Il fait partie de ce pont maintenant, partie de notre histoire. Chaque personne qui traversera cette structure marchera un peu dans ses pas, dans notre histoire. Ils restèrent là longtemps, main dans la main, regardant la ville s'endormir doucement. Le pont du bois se dressait fièrement au-dessus de la Seine, symbole d'un amour plus fort que la mort, d'un héritage qui continuerait à vivre à travers les générations. L'esprit de Pierre apparut une dernière fois, son image se dessinant clairement dans la brume du soir. Son sourire était empreint de fierté et d'amour. Sa mission était accomplie, Michel avait trouvé sa voie, son courage, et même l'amour. Il n'avait plus besoin de sa protection visible, car il portait désormais sa force en lui. Alors que l'image de Pierre se fondait dans la nuit parisienne, Michel et Sarah surent que c'était un au revoir, pas un adieu. L'amour qui avait guidé la construction de ce pont continuerait à vivre à travers eux, à travers leur travail, à travers leur amour. Le pont du bois resterait à jamais un témoignage de cet amour extraordinaire, une preuve que certains liens sont plus forts que la mort elle-même. Et parfois, les soirs de douce brise, on peut encore sentir l'odeur d'une pipe flotter au-dessus de la Seine, rappelant à tous que l'amour ne meurt jamais vraiment. Fin.